Mercredi 30 octobre 2024, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité de ce jour, l'objectif de l'État est de réduire les délestages jusqu'à 80% à court terme compte tenu de la situation actuelle, a déclaré aujourd'hui le président de la République Andry Rajoelina lors de sa réunion avec les responsables de la JIRAMA et le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures. En effet, il a effectué une visite de la centrale de production électrique d'Amboui-Manamboul aujourd'hui pour se pencher sur la source de ces incessantes coupures de courant et y apporter des solutions. Et l'une des solutions est la réutilisation des deux groupes électrogènes fonctionnant au gasoil ou TAC à Amboui-Manamboul. L'État provoquera également en parallèle des pluies artificielles à la fin de cette semaine. D'autre part, l'installation de centrales solaires de 50 MW sur toute la grande île et la construction de la centrale thermique de 105 MW à Amboui-Manamboul seront accélérées suite aux instructions du président de la République aujourd'hui. La Terra Goutmauf sous les images de Zar Hadjiansou. 4 heures d'électricité par jour au maximum, une coupure toutes les 30 minutes, de longues coupures qui ont de graves conséquences sur les moyens de subsistance de la population. Le chef de l'État ressent et vit les mêmes maux que la population. Du jamais vu autant en termes de durée qu'en intensité, selon le président Andry Rajoelina. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État a mis en priorité la recherche de solutions en ayant une réunion avec le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures et les responsables au sein de la JIRAMA. Par la même occasion, il a effectué une visite à la centrale de production d'électricité d'Amboui-Manamboul aujourd'hui. Outre la période de sécheresse que nous subissons chaque année, la situation est aggravée par les vols et autres abus perpétrés par certains employés de la JIRAMA. Des comportements inacceptables pour lesquels des mesures seront prises à l'encontre des auteurs, car ces derniers nuisent aux efforts de l'État, selon le président de la République. J'aimerais savoir pourquoi le délestage a eu une telle intensité, alors que l'année dernière, aux mêmes périodes, nous avons pu gérer la situation. Nous avions utilisé la même quantité d'électricité à la même période l'année dernière, et il n'y a eu de délestage que le soir. Mais maintenant, les coupures durent une journée, affirme le chef de l'État. Le problème est là, apporter des solutions aux maux de la population. Telle est la raison de la descente du président Andry Rajoelina d'Amboui-Manamboul aujourd'hui pour réduire à plus de 80% les coupures d'électricité. Parmi les solutions temporaires, il a été décidé de faire fonctionner les 2 turbines fonctionnant en gasoil ou TAC qui produisent 15 MW chacune. Nous devons les utiliser malgré les 300 millions d'arrières que nous devons débourser par jour pour leur carburant, soit 9 milliards arrières en un mois, affirme le président de la République. Par ailleurs, une centrale produisant 105 MW sera installée avant mai 2025 selon la réunion d'aujourd'hui. L'État provoquera également des pluies artificielles dès la fin de cette semaine car les conditions météorologiques sont favorables. L'installation de centrales solaires de 50 MW sur toute la grande île ainsi que celle produisant 100 MW à Tanarive démarrera cette semaine. Le président Andry Rajoelina a aussi décidé d'allouer les investissements publics destinés au projet de l'État à la JIRAMA pour l'aider à produire de l'énergie solaire. L'objectif est de 1000 MW selon le président, dont la première étape est de produire 250 MW qui doit être opérationnel d'ici un an pour anticiper les périodes de sécheresse. Le grand défi de l'État est d'installer 50 MW de ces 250 MW sur les 320 hectares du lac d'Ivato. Nous aurions le plus grand parc solaire flottant de l'Afrique, annonce le chef de l'État à Malagasy. La mise en œuvre des projets de grande envergure sera également accélérée. Il s'agit notamment de la centrale mini-hydro, de la centrale hydroélectrique de Ranmafan d'une capacité de 64 MW dont les travaux débuteront en décembre pour une durée de 3 ans, du projet Majaka 3, Antete Zambar, Amaavoul, ainsi que les grandes centrales de Saoufk et Voulbé. Et après avoir résolu le problème de la JIRAMA à Amboui-Manamboul, le président de la République Andry Rajoelina s'est immédiatement envolé pour Bujumbura au Burundi où se déroulera la 23e édition du sommet du COMESA au marché commun de l'Afrique orientale et australe. Le président Andry Rajoelina prononcera son discours lors de la réunion au sommet entre les chefs d'État et de gouvernement au sein du COMESA. Plus de détails avec Judika Ranjanirin et Andrew Radjabé. Cette rencontre au Burundi a pour objectif de rapprocher tous les pays de l'Afrique australe et orientale en accordant de l'importance aux produits et aux échanges économiques au sein de ce marché commun à plusieurs pays d'Afrique.
L'un des sujets à examiner lors de cette 23e édition du COMESA est l'établissement d'une stratégie commune pour pouvoir développer le secteur économique et promouvoir les relations commerciales face aux différentes menaces en constante évolution dans le monde. Madagascar a un rôle particulier à jouer en la matière en tant que pays membre du COMESA, car le thème de cette 23e édition porte sur le secteur agricole résistant au changement climatique, l'exploitation minière et le tourisme. Le COMESA couvre environ les 2/3 du continent africain, rassemblant 21 États membres actuellement, et Madagascar est l'un des 9 pays fondateurs de ce comité. Le secteur du tourisme à Madagascar sera mis en avant lors de ce sommet. En effet, Madagascar dispose de nombreux avantages sur ce secteur comparé à d'autres pays, notamment à travers les ressources naturelles, la biodiversité, ainsi que les lieux touristiques qui attirent de nombreux touristes, comme les côtes de l'île qui s'étendent sur 5000 km. De plus, le tourisme à Madagascar a connu une amélioration significative dernièrement. À preuve, le nombre de touristes étrangers visitant Madagascar qui a augmenté de 20% l'année dernière, ainsi que les diverses collaborations qui s'établissent pour la promotion de ce secteur. Madagascar a également l'avantage de disposer d'une vaste superficie de terres agricoles qui est mise au défi pour atteindre l'autosuffisance en riz et faire de Madagascar le grenier de l'Afrique. La distribution de cartes foncières pour augmenter la superficie cultivée, la distribution d'engrais et de semences pour améliorer le rendement est un projet qui est déjà en cours. Une réforme majeure apportée par le président de la République Andry Rajoelina est la distribution du riz hybride et l'utilisation de machines pour la culture du riz. Par ailleurs, les ressources minières en particulier ont été structurées dans la politique générale de l'État pour réaliser une exploitation minière à grande échelle comme base de soutien à l'économie malgache. De nombreuses mesures ont été prises par le gouvernement malgache, sans oublier l'adoption du code minier qui vise à améliorer l'extraction et l'implantation du centre aurifère et l'ouverture de l'exportation légale de l'or pour assurer le rapatriement de devises pour Madagascar. L'ouverture officielle du COMESA se tiendra demain 31 octobre. Ce voyage de la délégation malgache, conduite par le président Andry Rajoelina à Bujumbura, s'inscrit dans la continuité de la diplomatie économique. La ministre des Affaires étrangères y est déjà sur place pour assister au sommet des ministres des Affaires étrangères du COMESA qui s'est tenu aujourd'hui. Parmi la délégation malgache figure également le ministre de l'Industrie et du Commerce, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage et l'ancien ministre des Affaires étrangères, Richard Radjemajant, le candidat présenté par Madagascar pour la présidence de la Commission de l'Union africaine. Avant le sommet des chefs d'État et de gouvernement de demain, le président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, participera au dîner d'État offert par le président burundais venu l'accueillir cet après-midi à l'aéroport. Page politique pour continuer, l'opposition n'apportera pas de développement dans la capitale, mais vise à renverser le gouvernement, a déclaré aujourd'hui le sénateur de Madagascar, Thiebou Maleu. L'opposition profite également de la situation que traverse actuellement la Jirama, qui affecte directement la vie des habitants pour l'instrumentaliser politiquement afin de critiquer les dirigeants, a-t-il ajouté. Reportage de Jean-Claude Anjiamalal. L'opposition, notamment le parti TIM, ambitionne toujours de prendre les rênes de la capitale à travers les élections municipales. L'objectif est de renverser le pouvoir en place, a déclaré aujourd'hui le sénateur de Madagascar, Thiebou Maleu. Marc Ravalomanana et son épouse ont été déjà tous deux à la tête de la capitale, mais aucun développement n'a été constaté. La gestion de l'épouse, par exemple, était tout simplement catastrophique, alors que l'époux en était son principal conseiller. Et aujourd'hui encore, son fils, Toud Ravalomanana, a été présenté par ce parti comme candidat à la mairie, alors que sa candidature ne vise rien d'autre qu'à satisfaire sa soif de vengeance pour renverser le gouvernement. L'opposition n'a pas de projet concret, mais tente simplement de semer le trouble et profite de la situation actuelle, le manque d'eau et d'électricité, pour inciter la population à se révolter. Thiebou Maleu a déclaré que le gouvernement cherche toutes les solutions possibles pour résoudre ces problèmes. Ainsi, la population devrait faire preuve de retenue et ne pas se laisser manipuler par des politiciens qui veulent semer le trouble.
Et les investissements pour l'année 2025 seront principalement orientés vers l'agriculture, les énergies renouvelables, l'eau et les infrastructures, comme l'indique le projet de loi de finances 2025 approuvé par le Conseil des ministres d'hier. Une attention particulière est accordée à ces domaines afin de répondre aux besoins de la population. Ce projet sera ensuite présenté aux deux chambres du Parlement lors de sessions ordinaires. Reportage signé Ruth Rissel Hakout-Malal. Selon le Conseil des ministres d'hier, la loi de finances 2025 priorisera les secteurs prioritaires qui impactent directement le quotidien du peuple. Cela inclut l'agriculture, les énergies renouvelables, l'eau et les infrastructures. Concernant l'agriculture, la culture du riz, notamment le riz hybride, sera mise en avant. À cet effet, la distribution de semences se poursuivra. Par ailleurs, une usine de production d'engrais sera construite. L'objectif est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et de faire de Madagascar le grenier de l'océan Indien. Dans le secteur de l'énergie, des centrales solaires seront mises en place dans les chefs-lieux des régions. Elles produiront au total 250 MW, dont 100 MW pour Antananarivo. Il est également prévu de réaliser un projet pour exploiter les déchets d'Anjalanch qui permettra de produire entre 20 MW et 30 MW. La mise en place de grands projets de production d'énergie éolienne et hydroélectrique sera limitée. Parallèlement, la distribution de kits solaires pour les ménages à travers l'île se poursuivra. L'objectif est de fournir des solutions durables aux problèmes d'approvisionnement en électricité et de réduire les subventions accordées par l'État à la Jirama. Et en ce qui concerne les infrastructures, les travaux des grands projets déjà annoncés par le président de la République se poursuivent, tels que la réhabilitation de la RN13 et la construction de l'autoroute reliant Antananarivo à Tuamas. Pour le projet de flyover Anusizatu, Kianzamaki, Andouatapenak, le gouvernement financera 20% des travaux par le biais du PIP. En plus de ces trois secteurs prioritaires, la mise en œuvre d'autres grands projets lancés durant le premier mandat du président de la République se poursuit toujours. Cela inclut le Grand Canal Efau dans le sud de l'île, la distribution de cartes Fukuntagne avec QR, l'équipement des écoles publiques et la création de centres de formation professionnelle. Le président de la République a également souligné que les fonds publics ne doivent pas être dispatchés et utilisés par les différents ministères et que toutes les dépenses doivent bénéficier au peuple. Il a également donné des instructions fermes concernant les aides et les prêts obtenus à l'international. Après cette approbation du projet de loi de finances 2025 par le gouvernement, il sera soumis aux deux chambres du Parlement. Dans un tout autre sujet, la réhabilitation de la route nationale RNT 23A qui relie les districts de Mouramangue et Anous-Béanal dans la région d'Alochamangour a débuté ce lundi. Cette route assure en grande partie l'économie de cette région du fait qu'elle servira au transport des produits locaux selon les explications. À noter que ces travaux de réhabilitation sont le fruit de la collaboration de la région Alochamangour, des élus et des entrepreneurs locaux. Amiana Martina. Cette route reliant Mouramangue et Anous-Béanal dans la région d'Alochamangour, longue de 71 km, n'a connu aucune réhabilitation depuis des décennies selon les plaintes des habitants, alors que cette route assure en grande partie l'économie des deux districts. Pour résoudre ce problème, les travaux de réhabilitation de la route ont été lancés lundi dernier. Des natifs de cette région, des entrepreneurs locaux, des usagers de la route, ainsi que les trois parlementaires élus dans les districts de Mouramangue et Anous-Béanal se sont donné la main pour assurer l'approvisionnement en carburant des engins qui effectueront les travaux. Un tronçon de route de 20 km devrait être achevé en premier lieu. Le gouvernorat de la région Alochamangour est en charge des travaux à travers les gros engins donnés par le président. La réhabilitation de cette route sera bénéfique pour l'économie de la région et c'est dans cette perspective que le gouvernorat de la région a renforcé l'appel à la coopération de tous. Un comité spécial sera également mis en place pour faire le suivi des travaux.
Poursuivons dans la partie sud de Madagascar, la région Anos procédera au renouvellement de son schéma régional d'aménagement du territoire ou SRAT. La région d'Anos fait partie des 15 régions qui disposent déjà de ce SRAT, mais compte tenu des progrès et du développement actuel, il est nécessaire de le mettre à jour, a indiqué le ministère de l'Aménagement du territoire. Les travaux d'installation du nouveau SRAT pour la région d'Anos ont débuté hier. Reportage signé Angela Martina. Le SRAT, ou Schéma régional d'aménagement du territoire, est un document de référence qui permet d'élaborer une perspective d'aménagement du territoire et de définir les orientations de la région utilisées par la collectivité décentralisée. 15 régions disposent déjà de ce document à Madagascar, dans la région d'Anos. Au vu de l'évolution actuelle, il est nécessaire de procéder à la réforme de ce document pour cette dernière. Le comité régional d'aménagement du territoire a également été mis en place dans la région d'Anos, qui suivra de près la mise en œuvre du SRAT. Ils vérifieront tous les critères de mise en œuvre de ce SRAT, qui inclura des représentants des acteurs du développement issus des 3 districts composant cette région. Il faudra 6 mois pour mener à bien toutes les démarches d'actualisation de ce SRAT. Il a été officiellement lancé hier à travers un atelier organisé par le ministère de l'Aménagement du territoire avec tous les acteurs et le gouvernorat de la région d'Anos. Travaux réalisés dans le cadre du projet gouvernemental Miund financé par la Banque mondiale. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, à Beit Laïa, une frappe de l'armée israélienne a tué près de 100 personnes. Mardi 29 octobre, les États-Unis ont qualifié ce bombardement d'incident horrible et ont appelé à un cessez-le-feu. France 24. Scène de chaos à l'hôpital Kamal Adwan de Beit Laïa. Des patients à même le sol, des cris d'enfants apeurés. L'établissement ne peut pas prendre en charge le nombre de blessés qui affluent après le bombardement de mardi matin. Nous vivons désormais une guerre d'extermination. L'hôpital Kamal Adwan et ses environs sont devenus une zone sinistrée. Ce que nous disons, c'est que les capacités de l'hôpital sont nulles, le niveau des fournitures médicales est nul, le nombre de personnel médical est nul, car beaucoup ont été arrêtés, surtout des chirurgiens. Il ne reste qu'un seul médecin à l'hôpital Kamal Adwan, un pédiatre, qui ne peut pas faire d'intervention chirurgicale. L'armée israélienne a mené une descente dans ce même centre médical ce week-end en arrêtant des dizaines de médecins. Israël affirme avoir identifié de nombreux membres du Hamas pendant le raid et retrouvé des armes. L'armée israélienne dit examiner les informations sur un incident à Beit Laïa où la défense civile locale a annoncé la mort de près d'une centaine de Palestiniens dans une frappe sur la résidence familiale des Abou Nasser, un immeuble familial de 5 étages. Des dizaines de personnes seraient toujours sous les décombres. L'immeuble s'est effondré en pleine nuit, surprenant les occupants dans leur sommeil. Le bombardement et son très lourd bilan ont fait réagir Washington. C'est un incident horrible avec un résultat horrible. Sans parler du nombre total de morts, des informations font état de 2 douzaines d'enfants tués. C'est un rappel de plus sur la raison pour laquelle nous devons voir la fin de cette guerre. La situation humanitaire est catastrophique dans le nord de la bande de Gaza. Il manque de tout, de brancards, d'ambulances, d'eau, de nourriture, de médicaments. Et ce, alors que le Parlement israélien vient d'adopter un texte interdisant les activités de l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, dans le pays. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a envoyé une lettre au Premier ministre israélien disant espérer que cette loi ne serait pas appliquée. Ensuite, dans la région de Valence, en Espagne, des villes entières sont inondées et les écoles restent fermées et l'armée a été dépêchée sur place. D'après les météorologues, les fortes pluies devraient continuer au moins jusqu'à jeudi 31 octobre. Reportage sur les images de France 24. Cet homme ne doit sa survie qu'à l'intervention des pompiers en hélicoptère. Dans la région de Valence, des villes entières sont inondées. Impossible de circuler sur de nombreux axes routiers. J'essaye de rentrer après ma journée de travail à Valence et je ne peux pas. Je suis venu jusqu'ici et je ne peux pas continuer. Plusieurs dizaines de personnes sont mortes rien que dans la province de Valence selon le gouvernement local. Madrid a envoyé une unité de l'armée pour aider les services de secours dans leurs opérations de sauvetage. Plusieurs personnes sont encore portées disparues, tandis que les médias locaux reçoivent de nombreux appels d'habitants piégés par les eaux. Les crues, extrêmement soudaines, surprennent également les habitants de la région d'Albacete, voisine de celle de Valence.
Il ne pleuvait pas par ici, mais une inondation est descendue de la montagne. Il y avait des arbres, des branches, tout ça en même temps. C'était très violent. Sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Pedro Sánchez a invité la population à éviter les déplacements inutiles. D'après les météorologues, les fortes pluies devraient continuer au moins jusqu'à jeudi. La cause de ces précipitations, un phénomène appelé la goutte froide, un type de dépression qui frappe régulièrement la côte méditerranéenne espagnole en automne, mais à l'intensité redoublée par le réchauffement climatique. Et en Pennsylvanie, le candidat républicain tente de convaincre l'électorat latino-américain, une communauté qui, selon lui, le soutient plus que jamais. Pourtant, un soutien de Donald Trump a qualifié Porto Rico d'une île flottante d'ordures dimanche 27 octobre, créant la polémique. France 24. Donald Trump, acclamé par ses partisans à Allentown. Dans cette ville de Pennsylvanie à majorité hispanique, le républicain promet le meilleur avenir possible aux latinos, une communauté qui, selon lui, le soutient plus que jamais. Nous battons tous les records, les hispaniques, les latinos. Personne n'aime plus que moi notre communauté latino et notre communauté portoricaine. Personne. Un moyen pour Donald Trump de masquer une polémique qui ne fait qu'enfler depuis dimanche. Lors du meeting du milliardaire à New York, l'humoriste texan Tony Hinchcliffe avait qualifié Porto Rico d'île flottante d'ordures. Une insulte qui a indigné dans le territoire américain, à tel point qu'El Nuevo Dia, journal le plus lu sur l'île, a appelé la diaspora à voter pour Kamala Harris. Un acte impossible pour les habitants restés à Porto Rico, qui n'ont pas le droit de voter aux élections fédérales. À Allentown, si certains électeurs originaires du territoire demeurent fidèles à Trump, d'autres semblent reconsidérer leur vote. Nos membres vont frapper aux portes et nous entendons des personnes changer d'avis. Des gens étaient républicains et vont maintenant voter pour Kamala Harris. Un soutien qui pourrait faire basculer l'élection du 5 novembre, si même une petite fraction des 400 000 Pennsylvaniens d'origine portoricaine portait son choix sur la démocrate, cela pourrait lui suffire à remporter cet État clé. Mesdames et messieurs, voilà que prend fin cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Et après cette édition, vous allez suivre la série intitulée Strike Back. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir à tous.